Marie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. À 18 ans à peine, elle se retrouva sur le trottoir de la rue de Rivoli. Un sac à dos rempli de vêtements froissés et un cœur brisé en 1000 morceaux. Sa mère, les larmes aux yeux mais la voix ferme, avait hurlé « Tu n'es plus ma fille si tu persistes dans cette abomination. » Et voilà. La vie de Marie basculait dans l'abîme. Sans un sou en poche. Sans refuge. Face à la nuit parisienne qui s'annonçait impitoyable. Elle erra pendant des heures. Les rues animées de la capitale se transformant progressivement en un labyrinthe froid et hostile. Les lumières des vitrines des boutiques de luxe la narguaient, rappelant cruellement le confort qu'elle avait perdu en une soirée. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé par une simple confession. Marie avait toujours su qu'elle était différente. À l'école, tandis que ses amis parlaient de garçons, elle se surprenait à admirer la grâce d'une camarade de classe, le sourire d'une professeure. Mais dans une famille catholique conservatrice, où son père, un avocat rigide, citait la Bible à chaque repas, avouait son attirance pour les femmes équivalait à un suicide social. Ce soir-là, lors du dîner, elle avait craqué. « Maman. Papa. Je suis lesbienne » avait-elle murmuré. Les mains tremblantes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père s'était levé, rouge de colère, et avait ordonné qu'elle quitte la maison sur-le-champ. Sa mère, déchirée entre l'amour maternel et les principes religieux inculqués depuis l'enfance, n'avait pas osé intervenir. Marie se rappelait les regards de ses frères et sœurs. Un mélange de pitié et de dégoût. Elle était devenue une paria en un instant. La fatigue l'envahit alors qu'elle atteignait le jardin des Tuileries. Elle s'assit sur un banc, enveloppée dans son manteau trop fin pour le vent d'automne. Les larmes coulaient librement maintenant. Que allait-elle faire? Appeler des amis? Mais qui? La plupart ignoraient sa sexualité. Et elle craignait leur jugement. Dormir dehors? L'idée la terrifiait. Mais elle n'avait pas le choix. Elle ferma les yeux, priant pour que le matin apporte une solution miraculeuse. C'est alors qu'une ombre se profila devant elle. Une femme élégante, dans la trentaine, s'approcha avec une grâce féline. Vêtue d'un manteau de cachemire et portant des escarpins qui claquaient doucement sur le gravier, elle s'arrêta net en voyant Marie recroquevillée. « Mademoiselle. Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. Marie leva les yeux. Surprise. La femme avait des traits ciselés, des yeux bleus perçants et une aura de pouvoir qui imposait le respect. Je n'ai nulle part où aller, balbutia Marie. Honteuse. La femme s'assit à côté d'elle sans hésiter. Je m'appelle Élise Moreau. Et toi? Marie se présenta. Et petit à petit, sous le regard attentif d'Élise, elle raconta son histoire. Élise écouta sans interrompre, son expression passant de la curiosité à la compassion. C'est inacceptable, dit-elle enfin. Viens avec moi. J'ai une chambre d'amis dans mon appartement sur l'avenue Montaigne. Tu ne dormiras pas dehors ce soir. Marie hésita. Était-ce prudent? Cet inconnu pouvait être n'importe qui. Mais le froid mordant et la peur de l'inconnu la poussèrent à accepter. Elles marchèrent ensemble jusqu'à une voiture de luxe garée non loin. Élise conduisait avec assurance, expliquant qu'elle était une entrepreneuse prospère dans le monde de la mode. J'ai bâti mon empire seule. Contre vent et marée, confia-t-elle. Marie, impressionnée, se sentait minuscule à ses côtés. Arrivée à l'appartement, un penthouse somptueux avec vue sur la tour Eiffel, Élise prépara un thé chaud et écouta Marie se confier davantage.
Ma famille m'a rejetée parce que j'aime les femmes, avoua Marie. Les joues rougissantes. Élise posa une main sur la sienne. Je sais ce que c'est. J'ai vécu la même chose il y a 15 ans. Marie écarquilla les yeux. Élise. Cette femme accomplie. Était lesbienne? Une connexion immédiate s'établit entre elles. Faite de compréhension mutuelle et d'une attirance naissante. Les jours suivants. Élise offrit à Marie un toit. Des vêtements et même un emploi comme assistante dans son entreprise. Marie. Reconnaissante. S'investit corps et âme. Mais au fond d'elle. Des doutes germaient. Était-ce de la pitié? Ou quelque chose de plus profond? Élise. De son côté. Luttait contre ses propres démons. À 35 ans. Elle avait tout, richesse. Succès. Mais une solitude écrasante. Son coming out avait coûté cher, rupture avec sa famille bourgeoise. Amis perdus. Et une série de relations superficielles. Rencontrer Marie ravivait en elle un espoir qu'elle croyait éteint. Pourtant, la société parisienne n'était pas tendre. Les ragots commençaient à circuler dans les cercles huppés où Élise évoluait. Qui est cette jeune fille qu'elle héberge, murmuraient les collègues. Marie. De son côté, recevait des appels anonymes de sa famille, la suppliant de revenir à la raison. Son père envoyait des messages culpabilisants, pense à ta mère. Tu l'as tuée à petit feu. Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Marie se demandait si elle devait renier son identité pour retrouver sa famille. Ou embrasser pleinement qui elle était. Au risque de tout perdre. Un soir. Lors d'un dîner d'affaires. Élise présenta Marie comme son assistante personnelle. Mais un investisseur conservateur, flairant quelque chose, lança une pique, attention. Élise. Les rumeurs courent. Vous ne voulez pas ternir votre réputation. Élise serra les dents, mais défendit Marie avec ferveur. Ce moment marqua un tournant. De retour à l'appartement, elles s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser chargé d'émotions refoulées. Marie se sentait vivante, mais terrifiée par les conséquences. La relation s'approfondit. Mais les pressions montaient. La mère de Marie, rongée par le remords, tenta une réconciliation, exigeant que sa fille guérisse de son mal. Élise, quant à elle, affrontait un chantage de la part d'un ex-associé qui menaçait de révéler son orientation pour saboter un contrat majeur. Les choix se faisaient pressants, sacrifier l'amour pour la sécurité. Ou risquer tout pour l'authenticité? Marie, tourmentée, confia ses peurs à une amie d'enfance. Sophie, qui l'avait soutenue discrètement. Et si je faisais une erreur, demanda-t-elle. Sophie répondit, l'erreur serait de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Ces mots résonnèrent. Mais le doute persistait. Élise, de son côté, consultait son thérapeute, revivant les traumas de son passé. J'ai peur de la blesser, avouait-elle. La tension culmina lors d'une confrontation familiale. Marie décida de revoir ses parents, espérant un miracle. Mais la rencontre tourna au vinaigre. Son père accusa Élise d'être une prédatrice, exploitant la vulnérabilité de sa fille. Marie défendit leur amour, mais les mots blessants la marquèrent profondément. En rentrant, elle trouva Élise en pleurs. Un dossier à la main, des preuves de trahison potentielle de la part d'un employé jaloux. Ainsi, les fondations de leur relation tremblaient, menacées par les forces extérieures et les démons intérieurs. Marie réalisait que l'amour n'était pas un conte de fées, mais une bataille quotidienne contre soi-même et le monde. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Marie et Élise. Leur relation,
naissante et fragile, se heurtait à des obstacles insurmontables. Élise, habituée à contrôler son univers professionnel, se sentait impuissante face aux tourments de Marie. « Je ne veux pas être la cause de ta souffrance », murmura-t-elle un soir, alors qu'elles étaient enlacées sur le balcon. La ville lumière scintillante en contrebas. Marie secoua la tête, « Tu es ma lumière dans l'obscurité. » Mais l'obscurité s'épaississait. La famille de Marie intensifia ses efforts pour la ramener. Sa mère organisa une intervention surprise, invitant un prêtre et un psychologue soi-disant spécialisés dans les troubles d'orientation. Marie, piégée dans un café du Marais, écouta leurs arguments. C'est une phase. Influencée par cette femme plus âgée. Les mots la transpercèrent comme des poignards. Était-ce vrai? Élise avait 15 ans de plus, peut-être profitait-elle de sa naïveté? De retour chez Élise, Marie explosa. Et si c'était une erreur? Si je n'étais pas vraiment lesbienne? Juste confuse? Élise, blessée, répondit calmement, seul toi peux le savoir. Mais ne laisse pas les autres dicter ton cœur. Cette nuit-là, elles firent l'amour pour la première fois non pas dans la passion débridée, mais dans une tendresse désespérée, cherchant à se rassurer mutuellement. Pourtant, au matin, le doute persistait. Au travail, les tensions s'accumulaient. Élise dirigeait une maison de couture renommée. Et Marie, en tant qu'assistante, excellait. Mais les collègues murmuraient. Une styliste ambitieuse, Claire, jalouse de l'attention que Marie recevait, répandit des rumeurs. Élise couche avec sa petite protégée pour la garder. Élise, furieuse, confronta Claire. Mais cela ne fit qu'alimenter les ragots. Un article anonyme parut dans un tabloïd, la reine de la mode et sa muse secrète, un scandale en vue. Marie, lisant l'article, se sentit exposée, violée dans son intimité. Comment ose-t-il, cria-t-elle. Élise la serra dans ses bras, c'est le prix de la visibilité. Mais nous pouvons lutter. Elles décidèrent de consulter un avocat pour une action en diffamation. Mais cela signifiait rendre leur relation publique. Était-ce le bon choix? Marie craignait pour sa famille, Élise. Pour son empire. Entre-temps, la mère d'Élise, qu'elle n'avait pas vue depuis des années, refit surface. Atteinte d'une maladie grave, elle supplia une réconciliation. J'ai eu tort de te rejeter, dit-elle au téléphone. Élise, émue, accepta une visite. Mais lors de la rencontre, la vieille dame posa une condition, laisse cette fille. Reviens à une vie normale. Élise refusa. Mais le choc la déstabilisa. Ma mère mourante me demande de renier qui je suis, confia-t-elle à Marie. Pour la première fois, Marie vit Élise vulnérable, brisée. Cette révélation approfondit leur lien, mais introduisit de nouveaux conflits. Marie se sentait coupable, sans elle. Élise pourrait se réconcilier avec sa famille. Peut-être devrions-nous nous séparer, suggéra-t-elle un soir. Les larmes aux yeux. Élise s'emporta, non. C'est exactement ce qu'ils veulent. Nous diviser. Leur dispute escalada. Des mots durs fusèrent. Marie partit en claquant la porte, errant à nouveau dans les rues de Paris. Elle trouva refuge chez Sophie, qui l'écouta patiemment. L'amour vrai demande des sacrifices. Mais pas de soi-même, conseilla Sophie. Marie réfléchit toute la nuit. Au matin, elle rentra, trouvant Élise effondrée. Elles se réconcilièrent, promettant de communiquer mieux. Mais le mal était fait, des fissures apparaissaient. Puis vint la trahison inattendue. Claire,
L'employée jalouse contacta la famille de Marie, leur fournissant des preuves de la relation. Le père de Marie, furieux, débarqua à l'entreprise, causant une scène. « Tu corromps ma fille », hurla-t-il à Élise. Marie, mortifiée, dut choisir, défendre Élise ou apaiser son père. Elle choisit Élise. Mais le prix fut élevé, son père la renia définitivement. Élise, de son côté, affronta un ultimatum professionnel, un investisseur clé menaça de se retirer si elle ne clarifiait sa vie personnelle. Dans ce milieu, l'image compte, dit-il. Élise hésita. Sacrifier sa carrière pour l'amour? Ou protéger Marie en s'éloignant? Les nuits devinrent blanches, remplies de débats intérieurs. Marie, sentant la pression, proposa une solution radicale: partir ensemble, loin de Paris, recommencer à zéro. Élise rit amèrement: et abandonner tout ce que j'ai construit? Leur relation, autrefois salvatrice, devenait un champ de mines. Chaque décision entraînait une perte: famille, amis, carrière. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, elles se tinrent la main publiquement pour la première fois. Les applaudissements les galvanisèrent, mais un photographe captura l'instant, le publiant en une. Les retombées furent immédiates: soutien de certains, haine de d'autres. Marie reçut des menaces en ligne, Élise des boycotts. Au milieu du chaos, elles trouvèrent des moments de paix. Comme une promenade au Luxembourg, où elles parlèrent de rêves futurs. Mais la réalité rattrapait toujours. La mère de Marie tomba malade, blâmant le stress causé par sa fille. Marie, rongée par la culpabilité, envisagea de rompre. Peut-être que l'amour n'est pas suffisant, pensa-t-elle. Élise, percevant son tourment, organisa une thérapie de couple. Le thérapeute les aida à explorer leurs peurs. Pour Marie, l'abandon; pour Élise, la perte de contrôle. Des progrès émergèrent, mais lentement. Puis, un coup de théâtre: Claire avoua sa jalousie, demandant pardon. Élise la licencia, mais cela ne résolut pas tout. La haute tension persistait, chaque jour apportant une nouvelle épreuve. Marie réalisait que l'amour exigeait non seulement du courage, mais aussi des compromis moraux. Était-il juste d'imposer sa vérité aux autres? Élise se questionnait sur son rôle: mentor ou amante? Le point de non-retour approchait. Marie et Élise, épuisées par les batailles incessantes, décidèrent d'une escapade en Provence pour se ressourcer. Loin de Paris, dans une villa entourée de lavandes, elles redécouvrirent la joie simple de leur connexion. Des promenades main dans la main, des dîners aux chandelles, des confessions intimes. « Je t'aime plus que tout », murmura Élise un soir, sous les étoiles. Marie répondit par un baiser, sentant pour la première fois une paix intérieure. Mais même là, les ombres les suivaient. Un appel de l'hôpital: la mère d'Élise avait empiré. Élise rentra précipitamment, Marie à ses côtés. À l'hôpital, la vieille dame, faible, serra la main d'Élise. « Pardonne-moi », chuchota-t-elle. Élise pleura, mais refusa de cacher Marie. C'est elle, ma compagne, sa mère. Dans un dernier effort, hocha la tête: sois heureuse. Elle mourut peu après, laissant Élise dévastée, mais libérée d'un poids. Le deuil intensifia leurs liens, mais raviva les conflits de Marie. Sa propre mère, apprenant la nouvelle via les réseaux,
envoya un message venimeux, tu attires la mort autour de toi. Marie, effondrée, confronta Élise, peut-être que nous portons malheur. Élise la rassura. Mais au fond, elle doutait aussi. Était leur amour maudit par la société? De retour à Paris, un scandale éclata. L'article du tabloïd fut suivi d'une enquête journalistique révélant des détails intimes. Élise perdit un contrat majeur, Marie, harcelée en ligne, quitta les réseaux sociaux. Elles se cloîtrèrent. Paranoïaque. Qui nous trahit, se demanda Élise. La réponse vint vite, Sophie. L'amie de Marie, jalouse secrètement, avait fourni des infos aux médias pour protéger Marie d'une relation toxique. La trahison frappa Marie comme un coup de poignard. Comment as-tu pu, hurla-t-elle à Sophie lors d'une confrontation. Sophie répondit, elle est trop vieille pour toi. Elle te manipule. Marie coupa les ponts. Mais le dommage était fait. Elle questionna tout, ses amitiés, sa confiance en Élise. Et si elle avait raison, pensa-t-elle. Élise, sentant la distance, proposa une pause. Peut-être avons-nous besoin d'espace. Marie accepta, déménageant temporairement chez une collègue bienveillante. Seule, elle affronta ses démons, l'homophobie internalisée, inculquée par sa famille. Elle consulta un thérapeute, explorant son identité. Suis-je vraiment lesbienne? Ou est-ce une rébellion? Les sessions révélèrent des vérités douloureuses, oui. Elle l'était. Mais le trauma familial l'empêchait d'embrasser pleinement. Pendant ce temps, Élise luttait contre une dépression rampante. Son entreprise chancelait, des employés partaient, craignant l'instabilité. Elle envisagea de vendre, de tout quitter. Mais des souvenirs de Marie la hantaient. Un soir, ivre, elle appela une ex, cherchant du réconfort. Rien ne se passa, mais la culpabilité la rongeait. Marie apprit l'appel via un ami commun. Furieuse, elle accusa Élise d'infidélité émotionnelle. Tu me trahis déjà. Leur dispute fut violente. Des objets volèrent. Élise avoua, j'ai peur de te perdre. Alors je sabote tout. Marie, touchée, pardonna, mais imposa des conditions, thérapie commune, transparence totale. Elles reprirent, plus fortes, mais la société frappait encore. Une pétition en ligne demanda le boycott de la marque d'Élise pour promotion de l'homosexualité. Élise riposta par une campagne pro-LGBT, transformant la crise en opportunité. Les ventes explosèrent chez les alliés, mais les pertes étaient réelles. Marie, inspirée, contacta sa famille pour une ultime tentative. Elle invita ses parents à un café neutre. Je ne changerai pas, dit-elle fermement. Son père partit en rage, mais sa mère resta, pleurant. Je t'aime. Mais je ne comprends pas. Ce fut un pas minuscule, mais significatif. Pourtant, les mots haussés persistaient. Élise découvrit que son ex-associé, homophobe, orchestrait les attaques. Elle le confronta, obtenant des aveux. Tu mérites de tomber pour ta perversion, cracha-t-il. Élise porta plainte. Mais le procès s'annonçait long et coûteux. Marie, de son côté, affronta un dilemme professionnel, une offre d'emploi ailleurs. Loin d'Élise. Accepter signifiait indépendance, mais séparation. Je dois me prouver à moi-même, expliqua-t-elle. Élise, déchirée, la soutint, vas-y. Si c'est ce qu'il te faut. La séparation temporaire testa leur amour.
Des appels nocturnes. Des visites sporadiques. Marie excella dans son nouveau rôle, gagnant en confiance. Élise stabilisa son entreprise, devenant une icône LGBT. Mais la distance révéla des failles. Marie rencontra une femme de son âge, attirante et compréhensive. Une amitié naquit, flirtant avec l'ambiguïté. Et si c'était plus simple, se demanda Marie. Élise, sentant le danger, proposa de tout plaquer pour la rejoindre. Le climax approcha lors d'une conférence où Élise fut invitée à parler des droits des femmes LGBT. Marie y assista. Surprise. Élise déclara publiquement son amour. « Marie, tu es ma force. » La foule applaudit. Mais Marie, émue, réalisa les sacrifices d'Élise. Pourtant, une révélation choque, la mère de Marie, présente incognito, s'approcha après. « J'ai vu ta vérité, dit-elle. » Une réconciliation timide s'amorça, mais conditionnelle. Marie rentra avec Élise, renforcée. Mais les questions morales lingèrent. Avait-elle le droit d'imposer son bonheur au prix de la douleur des autres? La réconciliation avec sa mère apporta à Marie un semblant de paix. Mais ce n'était qu'une accalmie avant la tempête. Les appels de sa mère devinrent fréquents, mélangeant amour et manipulation subtile. « Viens dîner seule ?» Sans elle, suggérait-elle. Marie refusait. Mais chaque refus creusait un fossé intérieur. Suis-je égoïste, se tourmentait-elle. Élise, de son côté, affrontait le procès contre son ex-associé. Les audiences étaient épuisantes, révélant des détails sordides de son passé. Des ex-amantes témoignèrent, certaines par vengeance. Élise se sentait nue, jugée non pour ses actes, mais pour son orientation. C'est une chasse aux sorcières, confia-t-elle à Marie. Marie soutint Élise. Mais ses propres doutes ressurgissaient. La femme qu'elle avait rencontrée, Laura, l'invita à un événement. Juste amical, assura-t-elle. Mais lors de la soirée, Laura avoua ses sentiments. Marie, flattée, hésita. Un baiser volé la fit reculer. Je suis avec Élise, dit-elle. Pourtant, la tentation l'ébranla, une relation sans drame, sans âge différence. De retour, elle confia tout à Élise. Par honnêteté. Élise, blessée, explosa. Tu testes les limites? Leur dispute dégénéra en accusation mutuelle. Tu me gardes par pitié, cria Marie. Élise répondit, et toi? Par gratitude. Elles se séparèrent pour la nuit, chacune ruminant. Au matin, une lettre anonyme arriva, des photos compromettantes d'Élise avec son ex. Faux, mais convaincantes. Marie confronta Élise, qui jura son innocence. C'est un montage. Mais le doute s'installa. Élise, furieuse, traqua l'expéditeur, son ex-associé. Encore lui. Le procès culmina en une victoire pour Élise. Mais à quel prix? Réputation ternie. Finances ébranlées. Elle proposa à Marie de partir en voyage pour recoller les morceaux. Elles choisirent la Côte d'Azur, espérant guérir. Sur la plage de Nice, elles parlèrent à cœur ouvert. Marie avoua ses peurs, j'ai peur de te perdre, mais aussi de me perdre. Élise répondit, l'amour n'est pas possession, mais choix quotidien. Elles se réengagèrent, mais avec réalisme. Pourtant, le retour apporta un nouveau choc. La mère de Marie, influencée par le père, coupa les ponts à nouveau.
Choisis, nous ou elle. Marie choisit Élise. Mais le deuil familial la hanta. Élise, sentant sa vulnérabilité, organisa une surprise, une adoption symbolique dans la communauté LGBT, avec des amis comme famille choisie. Marie pleura de joie, mais réalisa les sacrifices, renoncer à ses racines biologiques. Un tournant moral survint quand Marie découvrit que son père, hypocrite, avait eu une liaison. Il me juge. Mais il n'est pas parfait, ragea-t-elle. Elle le confronta, exposant ses faiblesses. Il s'effondra, avouant ses regrets. Une trêve fragile s'établit. Élise, inspirée, lança une fondation pour jeunes LGBT rejetés. Marie y travailla, trouvant un but. Mais les menaces persistèrent, vandalisme sur leur appartement, insultes publiques. Lors d'une interview télévisée, Élise défendit leur amour, la société évolue. Mais lentement. Marie, à ses côtés, ajouta, l'amour n'a pas de genre. L'émission fit sensation, gagnant des alliés, mais aussi des ennemis. Un soir, une attaque physique, un homme les agressa verbalement dans la rue. Élise le repoussa, mais Marie fut terrifiée. Est-ce le prix éternel, demanda-t-elle. Élise répondit, oui. Mais ça en vaut la peine. Leur résilience grandit. Mais les cicatrices s'accumulaient. Marie, en thérapie, explora ses choix. Avait-elle trahi sa famille pour l'amour? Élise questionnait, était-elle une mentor ou une égale? La haute tension mena à une proposition, mariage. Élise posa la question lors d'un dîner romantique. Marie accepta, euphorique. Mais les préparatifs révélèrent des divisions, qui inviter? La famille refuserait. Le mariage fut intime. Avec des amis. Mais un sabotage, le père de Marie alerta les médias, transformant l'événement en cirque. Elles persévérèrent, échangeant des vœux émouvants. Pourtant, post-mariage, la réalité frappa. Élise fit une dépression, accablée par les pertes. Marie la soutint, mais se sentit submergée. Suis-je assez forte, se demanda-t-elle. Une offre professionnelle pour Élise à l'étranger posa un dilemme, déménager ou se séparer? Marie encouragea le déménagement, voyant une chance de recommencer. Mais avant, une confrontation finale avec la famille. Marie invita tous à un repas. Tension explosive, accusation. Larmes. Son père admit, j'ai peur pour toi. Marie répondit, votre peur me tue. Une compréhension naquit. Pas parfaite, mais réelle. Elles partirent pour New York, laissant Paris derrière. Nouveau départ, mais avec bagages émotionnels. À New York, Marie et Élise embrassèrent une vie nouvelle, loin des jugements parisiens. L'anonymat de la grande ville leur offrit un répit. Élise développa son entreprise outre-Atlantique, tandis que Marie poursuivait des études en psychologie, aspirant à aider d'autres jeunes LGBT. Leur mariage, reconnu légalement, symbolisait une victoire personnelle. Pourtant, les échos du passé persistaient. Des appels sporadiques de la famille de Marie, mélangeant regrets et reproches. Reviens. On peut oublier, disait sa mère. Marie refusait. Mais chaque refus ravivait la douleur. Ai-je fait le bon choix, se questionnait-elle lors de nuits insomniaques. Élise, de son côté, luttait contre l'isolement. Sans son réseau français, elle se sentait déracinée. J'ai tout sacrifié pour nous, confia-t-elle un jour. Marie, reconnaissante,
Organisa des voyages pour reconnecter avec des amis. Mais une ombre planait, la différence d'âge. Élise approchait la quarantaine. Pensant à l'avenir enfant. Stabilité. Marie, à 21 ans, explorait encore son identité. Un conflit surgit quand Élise proposa l'adoption. Créons une famille, dit-elle. Marie hésita, suis-je prête? Leur débat révéla des divergences. Élise voulait ancrer leur amour, Marie craignait de reproduire les erreurs parentales. Entre-temps, un scandale ressurgit. L'ex-associé d'Élise, non content de sa défaite, publia un livre diffamatoire. Les médias français s'en emparèrent, forçant Élise à riposter depuis l'étranger. Ça ne finira jamais, soupira-t-elle. Marie, solidaire, écrivit un article contrecarrant les mensonges, gagnant en visibilité comme activiste. Cette exposition attira l'attention positive, invitation à des conférences, soutien de célébrités. Mais aussi négative, harcèlement en ligne, menaces. Marie, endurcie, répondit publiquement, notre amour est notre force. Pourtant, une trahison intime frappa. Laura, la femme rencontrée auparavant, contacta Marie, prétendant avoir des preuves d'infidélité d'Élise. Faux. Mais semant le doute, Marie confronta Élise, qui avoua un flirt innocent passé. C'était avant toi, jura-t-elle. Marie pardonna, mais la confiance ébranlée. Leur thérapie reprit, explorant ses failles. Le thérapeute posa, l'amour survivra-t-il sans sacrifice mutuel? Elles travaillèrent dur, reconstruisant. Un tournant, la mère de Marie visita New York. Seule. Ton père est têtu? Mais je veux te connaître, dit-elle. Des jours tendus suivirent, mais des liens se reformèrent. Accepte Élise, implora Marie. Sa mère promit d'essayer. Élise, touchée, organisa un dîner. Tension initiale, mais conversation honnête. La mère admit, j'ai été élevée dans la peur. Une compréhension mutuelle émergea. Pourtant, le père refusa tout contact. Marie accepta, on ne peut forcer l'amour. Cette résignation apporta la closure. Avec le temps, leur relation s'équilibra. Élise accepta de reporter l'adoption, Marie s'engagea plus profondément. Elles lancèrent une ING ensemble, aidant des jeunes rejetés. Mais les questions morales persistaient. Avait-elle raison de persévérer contre vent et marée? Le prix payé, famille brisée. Carrière chancelante, valait-il la peine? Un soir, lors d'une promenade à Central Park, Marie posa la question, et si on avait choisi différemment? Élise répondit, on serait malheureuse. Mais libre. La vie continua. Avec haut et bas. Elles apprirent que l'amour n'était pas une destination, mais un voyage semé d'embûches. À la fin, Marie réfléchit, les choix qu'elles avaient faits étaient-ils justes? Ou avaient-elles imposé leur vérité au détriment des autres? Est-il moral de prioriser son bonheur personnel quand il cause de la souffrance à sa famille biologique?